Il y a tant de choses invraisemblables. Je possède une copie intégrale de l'audience qui s'est déroulée ici à Memphis et à laquelle M. Ray a soi-disant plaidé coupable. Premièrement, il n'a jamais été convoqué pour témoigner. Selon les lois de notre pays, chaque témoin doit prêter serment et jurer de dire toute la vérité avant d'être interrogé. On ne lui a jamais demandé de prêter serment. Deuxièmement, il a signé une requête pour plaider coupable, mais elle n'était pas datée. Le document ne pouvait pas être valide puisqu'on ne savait pas quand il avait été signé. Troisièmement, pendant l'audience, il n'était pas satisfait de la façon dont les choses étaient présentées. L'un des premiers défenseurs de James Earl Ray, Arthur Haynes, devenu juge par la suite, confirme lors du procès de 1999 la faiblesse des accusations. On the evidence available in the fall of 68, there was virtually no chance that the state could prove beyond a reasonable doubt that James Earl Ray, acting alone, fired the shot that killed Dr. King. Toutes les révélations faites au procès de 1999 sont le résultat des recherches menées durant plus de 20 ans par un avocat de la défense et spécialiste des droits de l'homme, William F. Pepper. Il a été soutenu par la famille du pasteur. C'est avec l'aide du fils de King, Dexter, et de sa veuve Coretta qu'il a préparé la mise en accusation de Lloyd Jowers. Pepper a également découvert que la pègre était mêlée à l'affaire. Une piste qui n'avait jamais été explorée sérieusement jusqu'au procès de 1999. On sait aujourd'hui que Memphis faisait partie de la zone d'influence de la mafia de la Nouvelle-Orléans. Son redoutable parrain, Carlos Marcello, alias Calogero Menacore, avait à Memphis un agent de liaison nommé Frank Liberto, dont l'implication dans le meurtre de King a été révélée par hasard. Un témoin, John McFerrin, avait entendu une conversation téléphonique dans l'épicerie tenue par Liberto. C'était un homme très engagé dans la lutte pour les droits civiques depuis de nombreuses années. Il se trouvait au magasin de Frank Liberto cet après-midi-là, environ 1 heure avant le meurtre, quand il a entendu Frank Liberto crier au téléphone « Quand il sort sur le balcon, tu flingues ce fils de pute, mais après, tu ramènes pas ta fraise ici. Tu vas à la Nouvelle-Orléans chez mon frère et tu prends le reste de ton fric. » Quelque chose dans ce genre. John ne s'est pas inquiété plus que ça. Frank était un mafieux bien connu dans la région et il faisait partie de l'organisation de Marcello. John s'est dit qu'il s'agissait encore d'un règlement de compte. Quand il est rentré chez lui à Somerville, il a entendu que le révérend King avait été assassiné au balcon du motel Lorraine. C'est seulement à ce moment-là qu'il a fait le lien. John McFerrin, lui non plus, n'a jamais été entendu comme témoin après le meurtre. John McFerrin a raconté ce qu'il avait entendu au FBI et aux enquêteurs de la police locale. Mais ils ont tenté de le discréditer et de lui faire changer sa version des faits. Mais il n'a jamais fléchi pendant toutes ces années. C'est un homme très courageux. C'est lui qui, le premier, a ouvert la porte et progressivement, d'autres témoignages sont venus confirmer l'implication du crime organisé. L'accusé Lloyd Jowers, lui aussi, a raconté à son ami James Milner certains détails concernant l'implication de la pègre dans ce meurtre. Frank Liberto had offered him money if he thought he could find somebody to do a killing. He didn't know what kind of a killing it was at the time or nothing. And he says, I don't know. And then Lloyd just said he didn't think no more about it until Frank Liberto called him. And he said, I'm sending a great deal of money. In other words, Lloyd would buy his produce from this Frank Liberto. And I think they was real close friends. And he told me, he said, listen, I'm sending a great deal of money. It'll be wrapped up. Lloyd said it was wrapped up in a paper sack, 2 rubber bands on it.
He said, I'll be sitting inside the produce, up under this produce. He sent to me. Il y a deux pistes parallèles dans cette affaire. Premièrement, il y a l'opération de la mafia qui a mené à l'assassinat de Martin Luther King. Deuxièmement, il y a le rôle de l'armée qui n'est pas prédominant parce que l'armée n'est pas directement responsable du meurtre. À mon avis, elle était présente pour servir de renfort. Martin Luther King ne devait pas quitter Memphis en vie. Lorsque Martin Luther King arrive à Memphis, l'atmosphère y est explosive. Les éboueurs sont en grève depuis presque 2 mois. Ils exigent d'être enfin traités dignement et correctement payés. Ces hommes travaillaient dur, et même après 1 mois de travail, ils auraient pu prétendre à des aides sociales tellement leur salaire était bas. Ils n'avaient aucun endroit où se laver après avoir ramassé les poubelles toute la journée. Ils n'avaient aucun endroit où se laver avant de manger. Ils n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes, sauf si une bonne âme leur permettait d'utiliser les toilettes de la maison. Mais qui a envie de voir un éboueur dans sa salle de bain? 2 d'entre eux avaient été tués accidentellement, mais il n'y avait pas eu d'indemnité pour couvrir les frais d'enterrement. Leurs conditions de travail étaient terribles. Ils venaient chercher les poubelles à l'arrière des maisons, mettaient les sachets dans des bassines en étain qu'ils portaient sur la tête, comme les Africaines. Ils ramenaient ainsi les poubelles jusqu'au camion et faisaient autant de voyages que nécessaire. Parfois, il y avait du liquide qui coulait des poubelles dans la bassine. Or, les bassines étaient percées et le liquide leur coulait dessus pendant qu'ils amenaient les poubelles au camion. C'était terrible. Dans cette situation extrêmement tendue, King prend position en faveur des grévistes. Le racisme et un climat de haine régnaient à Memphis. Les Noirs voulaient montrer leur force. Le syndicat des éboueurs comptait quelques Blancs, mais c'était décidé. Tous ensemble, ils allaient relever le défi et ce serait un moment décisif. Le maire, Henry Loeb, était un homme riche, imposant, dur et qui ne mâchait pas ses mots. On ne le faisait pas changer d'avis facilement. Il s'était entouré de personnes puissantes, entre autres le directeur de la police, un ancien agent du FBI, et il était décidé à briser le syndicat des éboueurs. Moins d'1 semaine avant d'être assassiné, Martin Luther King est déjà venu à Memphis pour soutenir les grévistes lors de leur première grande manifestation. Mais cette marche, que ses organisateurs voulaient non violente, échappe rapidement à tout contrôle. Le FBI a décidé de discréditer Martin Luther King et le mouvement de protestation des éboueurs. Nous savons aujourd'hui que des jeunes avaient été payés pour semer le désordre et briser la manifestation. Il n'était pas prévu que ça tourne de façon aussi violente. Mais l'attitude de la police a été totalement exagérée. Les policiers auraient pu arrêter ces jeunes casseurs. Au lieu de ça, ils se sont précipités en masse sur la foule et ils ont commencé à frapper à l'aveugle. Des banquiers, des pasteurs, des enseignants, tous ceux qui participaient à la manifestation. Un policier baraqué a même vaporisé du gaz lacrymogène dans les yeux de ma petite fille de 8 ans. La nuit qui a suivi la première manifestation, la garde nationale du Tennessee est venue maintenir l'ordre et a imposé un couvre-feu dans les quartiers à majorité noire. Il y avait des soldats, des baïonnettes et des fusils partout, c'était effrayant. Mon coéquipier et moi, on rentrait chez nous en voiture et on est arrivé à un poste de contrôle. On ne portait pas d'uniforme, seulement un costume cravate. On a dit qu'on était des agents de la police judiciaire. Heureusement, notre véhicule ressemblait beaucoup à une voiture de patrouille. Peu de temps avant une grande manifestation prévue à Washington, les images des saccages à Memphis sont un coup dur. Memphis has not had
broad or large-scale nonviolent demonstrations in the past, and a lot of people just didn't know many of the things that we know and that we deal with every day. We don't have any problem having nonviolent demonstrations. Washington will be as nonviolent as any demonstration we've had. Number one, all of our staff will be there. All of the men who have had wide experience in controlling demonstrations will be on hand, and I submit if they had been here yesterday, we wouldn't have had the problem